La stratégie en Formule 1, c'est quelque chose qu'on évoque tous les week-ends. Undercut, overcut, pneu soft, double stop, on en parle tout le temps, mais est-ce que vous savez réellement comment ça fonctionne et comment on optimise une stratégie de course? Aujourd'hui, on va essayer de revoir un petit peu ensemble les bases de la stratégie en Formule 1. Je suis loin d'être un professeur. Le but est de vous faire une vidéo assez simple et efficace pour revenir sur certains termes que vous n'avez peut-être pas compris. Et si jamais vous maîtrisez déjà tous ces termes et que pour vous cette vidéo n'est qu'une banalité, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis qui peut-être ont encore du mal avec certaines notions de la Formule 1. La vidéo aurait pu durer 2 heures honnêtement, donc on a essayé de condenser les informations principales. On va aller directement droit au but, pas comme l'OM, et vous allez voir qu'au final, la stratégie c'est pas si simple en Formule 1. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est réellement qu'une stratégie en Formule 1. Ça ne s'arrête pas seulement aux pneus, mais réellement à la globalité, au déroulement d'une course lors d'un Grand Prix. Il faut savoir que les écuries ont des simulateurs, ont des IA, utilisent des ordinateurs afin de simuler, de comprendre comment la course pourrait se dérouler et trouver la meilleure combinaison possible pour finir la course le plus rapidement possible. Parce que oui, au final, la Formule 1, c'est pas que des dépassements et du DRS. La Formule 1, c'est très simple. Le pilote qui fait tous les tours le plus vite possible remporte la course. Et ça, comment on le fait? Il faut savoir que déjà, les stratégies ne sont pas seulement gérées par la personne sur le pit wall. Quand on parle par exemple de stratégie et qu'on pense à Ferrari, on pense aux stratèges Ferrari, mais c'est géré par des équipes, que ce soit sur le circuit ou même à l'usine en communication en direct. Ce sont des dizaines et dizaines de personnes qui communiquent simultanément à des endroits séparés de la planète et tout ça dans les oreilles de une seule personne qui ensuite, elle, va donc diriger et prendre les décisions pour faire la stratégie des pilotes. En général, les écuries sont très bien préparées et vous les entendez souvent en parler à la radio. On prépare des plans le matin, dimanche matin. On prépare plusieurs scénarios pour la course, le plan A, B, C ou D. Si vous êtes italien, on peut même aller jusqu'au plan E. Et en fonction de l'évolution de la course, en fonction de l'évolution des positions, de la météo, de ce qui va se passer pendant le Grand Prix, on va donc adapter ce plan et dire aux pilotes sur quelle stratégie on va se baser. On va commencer dans un premier temps par l'élément principal qui est du coup la gestion stratégique au niveau des pneus et de la voiture. Quand on vous parle de stratégie, forcément, on pense directement à la stratégie pneumatique. C'est la première chose qui nous vient en tête. Au final, c'est un petit peu le facteur clé du déroulé de la course. On va revenir déjà sur les pneus. Pirelli, marque italienne depuis 2011, qui fournit donc les pneus en Formule 1. On a 5 types de pneus cette année. On a 3 pneus secs, le pneu tendre, médium et hard. On a 2 pneus pour les conditions humides, intermédiaires et les pneus wet. Durant une course, il faut absolument, si conditions sèches, passer au moins 2 types de pneus. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 5 pit stops. Tant que vous passez 2 types de pneus différents, votre stratégie est validée. Si jamais il pleut et que vous utilisez les pneus intermédiaires ou les pneus wet, alors on oublie la règle des 2 pneus différents lors d'un Grand Prix. Si jamais vous partez en intermédiaire, vous pouvez très bien faire médium, médium, hard, hard ou soft, soft. Ça ne pose aucun problème. Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien en Formule 1, on va refaire les bases de la stratégie. C'est pas un problème. Le pneu tendre, appelé aussi le pneu soft en anglais, c'est le pneu qui donne le plus de grip, mais par contre qui a la plus petite durée de vie. Le pneu médium, c'est le pneu moyen, entre guillemets, et le pneu dur, c'est celui qui fournit le moins de grip, mais qui a la durée de vie la plus longue. La difficulté pour faire une stratégie en Formule 1, c'est pas seulement de savoir quel type de pneu tu mets à quel moment, mais de calculer quel type de pneu tu vas mettre en fonction de leur dégradation et de leur rythme à tel moment durant le Grand Prix. En général, on a plusieurs stratégies possibles. On a des stratégies avec moins d'arrêt au stand, où on va essayer de faire durer le pneu le plus longtemps possible et ne pas passer par les stands qui en général vous coûtent à peu près 20 à 25 secondes. Ou à l'inverse, on va avoir des voitures très rapides qui vont se permettre de passer plusieurs fois au stand, perdre ces 20 secondes qui vont être récupérées sur le rythme en course avec des pneus plus frais et pouvoir aller plus vite au fur et à mesure. La deuxième difficulté avec cette stratégie, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. Et on a 2 notions que vous avez déjà entendues, je pense, c'est l'undercut et l'overcut. L'undercut, c'est un terme anglais pour dire que vous allez vous arrêter avant la voiture qui est devant vous et une fois qu'elle s'arrêtera au stand, elle ressortira derrière vous. Vous aurez donc effectué un meilleur tour de sortie, vous aurez été plus rapide lorsque elle rentrait au stand. Et à l'inverse, l'overcut, c'est quand tu t'arrêtes un tour après la voiture qui est devant ou derrière toi et que le tour de sortie de cette voiture n'était pas assez rapide et qui te permet du coup de ressortir
devant la voiture en s'arrêtant après elle. La grosse difficulté d'une stratégie, c'est aussi de ressortir au bon endroit, au bon moment. Je vous l'ai dit, si vous passez au stand, vous passez donc 25 secondes dans la voie des stands et vous ressortez du coup beaucoup plus loin. Et le but du jeu, c'est de ne surtout pas ressortir derrière une voiture qui ne s'est pas encore arrêtée. L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle du clean air, donc de n'avoir aucune voiture devant de vous, de l'air propre tout simplement, et de pouvoir mettre en température vos pneus de la meilleure façon possible. Parce que oui, on ne peut pas directement taper dans les pneus et taper le chrono de sa vie dès la sortie des stands. Les pneus Pirelli sont très sensibles à la température et il faut absolument les mettre en température. C'est un process très délicat, il faut vraiment être précautionneux avec ces pneus en sortant des stands parce que si vous les surchauffez ou que vous tapez trop dans la gomme dès le tour de sortie, par la suite, votre pneu va être totalement déréglé et vous allez être incapable de gérer la dégradation et la température du pneu durant tout votre relais. D'ailleurs, quand on parle de relais, un relais, c'est tout simplement une distance de course avec un pneumatique. Donc en général, si on passe 2 pneus différents, on a 2 relais. S'il y a 2 pit stops, on passe 3 pneus, donc il y a 3 relais. Je pense que vous m'avez compris. En plus de la gestion des pneus, il faut aussi gérer le carburant. Vous le savez, bon les voitures, il y a de l'essence dedans, je vous apprends rien. Il faut gérer un plein, on ne remet plus d'essence. Depuis la saison 2010, c'est interdit pour des questions de sécurité. Donc les pilotes partent tous avec 110 kg d'essence et doivent gérer, comme bon leur semble, leur quantité d'essence. Vous pouvez attaquer, taper dans le réservoir, aucun souci. Une technique existe pour récupérer de l'essence, ça s'appelle le lift and coast en anglais. Il s'agit tout simplement de lâcher la pédale d'accélérateur bien avant de taper dans le frein, qui va permettre à la voiture de rouler en roue libre entre guillemets et vous permettre d'économiser de l'essence. Si vous regardez bien la différence entre les chronos réalisés en séance de qualification et en course, en général, on est autour des 7 à 9 secondes de différence. On tourne beaucoup plus lentement pendant une course parce que la voiture est plus lourde, parce qu'on ne veut pas taper dans le pneu et l'abîmer et surtout qu'on essaye de gérer sa quantité d'essence. Donc il y a un réel calcul à faire, savoir attaquer au bon moment, savoir économiser au bon moment et toujours vraiment avoir conscience de ce plein d'essence parce qu'à la fin de la course, il vous faut 1 litre d'essence absolument pour que la FIA puisse faire des vérifications et vérifier que le fuel respecte le règlement technique de la Formule 1. Et en plus de l'essence, vous devez désormais gérer la partie électrique de votre moteur. Je pense que vous le savez, en Formule 1, on a des moteurs hybrides depuis 2014 et vous devez gérer ce qu'on appelle l'ERS. L'Energy Recovery System en anglais, c'est un petit peu la batterie tout simplement de votre voiture et cette batterie, elle est pas facile à gérer. En 2009, on avait un système légèrement différent qui s'appelait le KERS, qui était tout simplement une batterie qui se rechargeait à chaque tour et à la Need for Speed, vraiment, vous aviez un turbo, vous appuyez sur le bouton et vous aviez un surplus de performance. Là, le système hybride est légèrement plus compliqué. On a des moteurs qui vont récupérer de l'énergie pour recharger ces batteries. On a des batteries qui vont les stocker. On a le turbo aussi sur le moteur. Si jamais je vous parle japonais, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo un petit peu pour vous expliquer du coup le fonctionnement des moteurs hybrides en Formule 1 et les changements qu'on aura en 2026. Au moins, vous serez à la page et vous allez tout comprendre. Bref, la batterie, en gros, il faut savoir la gérer. C'est comme votre téléphone. Il faut pas trop l'utiliser trop vite. Il faut savoir la recharger au bon moment pour pouvoir l'utiliser dans les moments cruciaux. On a différents modes de batterie. On a des modes de batterie qui vont vous permettre d'attaquer, des modes overtake où vous allez pouvoir déployer toute la puissance. On a des modes un petit peu plus de régène où vous allez récupérer plus de batterie que vous allez en dépenser. Et la batterie, elle se recharge avec 2 moteurs différents. Vous avez le MGU-K qui est donc kinétique et le MGU-H qui est donc pour le heat, donc la chaleur. 2 moyens différents de récupérer de l'énergie, que ce soit avec la chaleur du coup ou le freinage de la monoplace. Et si vous faites attention au team radio, vous entendrez souvent les pilotes parler de mode 7, scénario 7, etc. sur les volants. C'est tout simplement des maps de RS que les pilotes peuvent modifier afin de déployer plus ou moins de batterie durant le Grand Prix. Donc vous voyez que déjà, il faut gérer la stratégie au niveau des pneus, il faut bien gérer son essence et il faut bien gérer son ERS pour pouvoir réaliser la meilleure course possible. Mais c'est pas tout. À ça, on va rajouter d'autres éléments à prendre en compte dans la stratégie qu'il ne faut pas négliger pour ne pas se faire avoir parce qu'il pourrait se passer pendant le Grand Prix. Chaque circuit est
différent, vraiment dans tous les domaines, que ce soit en termes de grip, en termes de tarmac. Chaque équipe doit s'adapter chaque week-end à un nouveau circuit et à une nouvelle stratégie. On a des circuits où c'est beaucoup plus difficile de dépasser. Monaco, Zandvoort, Imola, des circuits où ce qu'on appelle la track position, votre position sur la piste, va être cruciale car vous savez que la voiture de derrière va avoir beaucoup de difficultés pour vous dépasser. Sur d'autres circuits comme peut-être Monza, Spa-Francorchamps ou le Brésil, où là les dépassements sont beaucoup plus fréquents, on sait que là pour le coup on va être sur une stratégie beaucoup plus agressive et on va vraiment aller chercher de la performance. Et donc ça, sur chaque week-end, il faut que les équipes le prennent en compte et l'intègrent dans la stratégie de course. On va prendre l'exemple de Monaco très récemment, mais on sait tous qu'à Monaco, l'élément clé, c'est la qualification. Donc toutes les équipes vont régler la voiture, se concentrer sur faire la meilleure qualification possible pour être le mieux placé sur la grille, parce qu'ensuite, pendant la course, c'est quasiment impossible de doubler. À part un red flag, une safety car ou une VSC qui chamboule la course, vous avez 90% de chances de garder votre position à l'arrivée. Donc les équipes travaillent aussi sur des réglages en fonction du type du circuit, des réglages des fois axés un petit peu plus sur la qualification pour être mieux placé et des fois des réglages un petit peu plus axés sur la course afin d'avoir un meilleur rythme en course et pouvoir venir faire des dépassements. Vu qu'on est sur les réglages, vous avez deux types de réglages et ça dépend souvent des équipes. Vous avez un réglage souvent basé sur l'appui aérodynamique qui va vous permettre d'être très rapide dans les virages, qui va vous permettre d'avoir une meilleure gestion des pneus et on va dire un confort en termes de pilotage. Et d'autres écuries vont partir sur des réglages un petit peu plus sous-vireux avec beaucoup moins d'appui, mais une meilleure vitesse de pointe. Et ça, c'est toujours un petit peu le casse-tête. Cette année, on voit par exemple que Mercedes souffre énormément dans les lignes droites face au McLaren, face au Haas. Les pilotes Mercedes se plaignent très souvent à la radio du manque de vitesse de pointe de Mercedes, car en général, cette écurie se concentre beaucoup sur des setups avec beaucoup d'appui. À l'inverse, sur des écuries peut-être comme Williams, on part sur des setups avec beaucoup moins d'appui qui peuvent permettre du coup en course de faire plus de dépassements et gagner des positions en cas de qualification ratée. Encore une fois, on est vraiment sur un casse-tête, on est vraiment sur une science que des ingénieurs travaillent, que ce soit à l'usine, que ce soit sur les ordinateurs ou au simulateur. On simule des centaines et des centaines de tours, on simule des centaines de téras de data pour comprendre réellement les différentes options que la voiture peut proposer lors d'un jour de Grand Prix. Et croyez-moi que ça, c'est quelque chose que peu de gens prennent en compte lors d'une stratégie et que peu de gens comprennent lorsqu'on a une bataille sur la piste. Et des fois, ça explique pourquoi Hamilton, il peut pas doubler Yuki Tsunoda. Eh oui. Bon, alors on a parlé un petit peu de stratégie des pneus, on a parlé de RS, on a parlé d'essence, on a parlé de réglage, on a parlé un petit peu de track position. Oui, la Formule 1 au final reste un sport d'équipe. Vous êtes deux dans une équipe, vous avez chacun votre voiture, mais vous roulez pour le même team. Et donc forcément, l'objectif à la fin du week-end, c'est que l'équipe marque le plus de points possible. C'est monnaie courante, mais en Formule 1, on a tendance à demander à un pilote d'aider son coéquipier afin soit d'assurer un bon résultat, soit de pouvoir le protéger parce que sa stratégie est peut-être un petit peu bancale. Récemment, le meilleur exemple, c'est Kevin Magnussen qui, sur 2 Grands Prix cette saison, a été ordonné de bloquer les voitures derrière lui afin que Nico Hülkenberg puisse vraiment tracer sa route et s'assurer d'avoir une stratégie propre sans être dérangé par le trafic. Bon, du coup, quand tu fais ça, tu sacrifies un de tes deux pilotes. Malheureusement, ça fait partie du jeu en général. Par le passé, vous vous souvenez sûrement aussi de Valtteri Bottas qui avait fait le soldat, vraiment le sergent pour Lewis Hamilton à l'époque face à Sebastian Vettel. Mercedes s'amusait très souvent quand les deux Mercedes étaient proches de Vettel au classement, de mettre une Mercedes loin devant, une Mercedes qui rentrait plutôt au stand. Et si jamais Sebastian Vettel rattrapait la première Mercedes, et la première Mercedes allait bloquer Sebastian Vettel pour que la deuxième puisse revenir. Ça fait partie du jeu, mine de rien. Il faut le prendre en compte. C'est des choses à mettre dans votre stratégie, à calculer en fonction des voitures qui vous entourent. Et ça, c'est quelque chose de très frustrant. En tant que fan de Vettel, je peux vous dire que c'est très, très frustrant. Pour finir sur les stratégies, il y a une chose à prendre en compte, c'est ce qu'au final, tu ne peux pas prévoir. Ça peut être les casses mécaniques, ça peut être la météo, les red flags, les safety cars, les virtual safety cars, bref, tous ces éléments qui peuvent venir chambouler la stratégie, qui peuvent venir chambouler la course du dimanche. Il faut forcément essayer de les anticiper afin de ne pas être pris de court lorsqu'ils arrivent pendant la course. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment tu prévois une safety car? Comment tu prévois un drapeau rouge ou de la pluie qui arrive? Eh ben, il
faut partir sur des hypothèses et c'est pour ça qu'on fait plusieurs plans au cas où. Il faut constamment, durant la course, garder un œil sur l'évolution des différentes batailles, sur l'évolution de la météo, sur ce qui peut se passer. Une stratégie, elle ne se définit pas avant la course et jusqu'au dernier tour, la stratégie est amenée à évoluer. Et c'est là, au final, où on voit les meilleurs stratèges en Formule 1. C'est ceux qui s'adaptent le mieux en toutes circonstances. Quand on regarde Ferrari, au final, ça a été un running gag pendant des années parce que Ferrari n'a jamais su s'adapter aux conditions qui l'entouraient, que ce soit la météo, les stratégies des autres pilotes. Ferrari avait sa stratégie de base et ne savait pas réagir. Si on compare, par exemple, Red Bull a toujours été excellent dans ce domaine-là. Red Bull a toujours su justement contre-attaquer, réagir, anticiper et prévoir l'inconnu. Il y a plein d'exemples au final qui existent sur ces dernières années où vous verrez des pilotes peut-être tirer un petit peu plus longtemps sur leur relais où vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est pas arrêté au stand, tout le monde est rentré au stand, pourquoi il a pas box? Bah peut-être qu'on attend une safety car, peut-être qu'on attend un red flag. Quand vous voyez des fois des pilotes rentrer un petit peu plus tôt pour mettre des pneus intermédiaires ou mettre des pneus secs, on pense à Norris en 2021 en Russie, désolé, mais on voit justement là l'expérience des équipes qui savent justement s'adapter. Et si vous vous concentrez réellement sur l'aspect stratégique en Formule 1, vous allez voir que c'est quelque chose d'exceptionnel. Certes, en Formule 1, il nous faut des batailles, il nous faut des dépassements, il nous faut de l'action en piste, mais honnêtement, lorsque vous allez réussir à comprendre l'aspect stratégique, comment ça fonctionne, comment anticiper les calls des autres écuries, vous allez voir qu'honnêtement, c'est un régal de suivre les courses de Formule 1, même quand on se fait chier. Voilà, je vous le dis, des fois, ça reste intéressant d'un point de vue stratégique. C'est quelque chose de très difficile à comprendre. Même moi, des fois, je suis très loin de comprendre comment fonctionnent les stratégies. Je suis loin d'être un expert. Mais mine de rien, si on se penche réellement dessus, vous allez voir que vous allez très vite comprendre et que vous allez très vite kiffer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous faire comprendre que la stratégie, au final, c'était pas seulement un changement de pneus au pit stop. Aujourd'hui, j'essaie de vous faire un petit peu remarquer les différents aspects à prendre en compte dans une stratégie et bien tout additionner afin de ne pas se faire avoir et de ne pas se faire rattraper par l'inconnu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à nous le dire dans les commentaires. Franchement, ce genre de vidéo, j'aime bien les faire, mais je sais pas réellement si c'est toujours utile, si c'est réellement intéressant pour ceux qui connaissent déjà très bien la Formule 1. Si jamais je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la passer à vos potes qui ont peut-être encore un petit peu du mal avec certaines notions en Formule 1. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.